Isabelle, merci beaucoup d'être ici. Quel honneur et quel plaisir de pouvoir passer du temps avec vous après tout ce temps à nous avoir vus en ligne. Finalement, on se rencontre. Donc, merci beaucoup. Euh, Avec plaisir. oui. Euh, donc, bien évidemment, je voudrais aussi dire merci de la part de tous les professionnels qui travaillent dans le burn-out parental et de toutes les recherches que vous avez faites sont fantastiques. Donc, on est très, très heureux de pouvoir travailler dans ce domaine. Et je suppose que vous avez vu l'engouement qu'il y a eu quand on a dit qu'il y avait cette interview qui allait se passer. Donc, je pense que beaucoup de professionnels attendent avec impatience vos réponses à leurs questions. Donc, d'abord, j'aurais bien voulu savoir si on pouvait prendre le temps de nous pencher un peu plus sur votre travail et que vous nous disiez un peu plus où vous en êtes, des projets présents, futurs par rapport au burn-out parental. Ok, alors commençons par là. Bon, d'abord, moi, je voudrais vous remercier de cette initiative. Je trouve ça vraiment super, ce concept de se dire, OK, on va répondre à des questions qu'on n'a jamais posées par ailleurs. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Et évidemment, pour nous, c'est une vraie satisfaction de se rendre compte que ça répond à une demande sociétale, une demande clinique et que les professionnels, en fait, voilà, sont preneurs des travaux qu'on mène et ont cette volonté tout de suite de les traduire dans des pratiques nouvelles qui viennent en fait en aide aux familles. Donc, j'ai l'impression que voilà, on fait un travail en amont, mais qu'après, on n'est rien s'il n'y a pas cette communauté voilà, de cliniciens, de professionnels qui se mobilisent derrière. Et donc, pour nous, c'est voilà, c'est un grand honneur et c'est une grande fierté en fait de se rendre compte que c'est voilà, c'est un sujet qui rallie plein de gens et voilà, notre souhait, c'est vraiment que les familles en fait trouvent une aide appropriée. Donc voilà, je voulais commencer d'abord par vous remercier pour tout ça et remercier tous les professionnels qui du coup se forment et se tiennent informés des avancées qu'on peut avoir. Alors dans nos recherches, donc il y a toute une série de projets qui sont terminés, mais comme toujours dans la recherche, en fait, chaque projet amène souvent plus de questions qu'il n'en résout. Et donc, plus on avance, plus on voit en fait les directions qu'il faut prendre. Et donc, il y a une série de projets qui sont actuellement en cours et puis des projets qui sont programmés parce qu'on pense que c'est la direction future en fait qu'il faut prendre. Et donc, je vais juste dire un mot peut-être des projets qui sont en cours et qui seront publiés dans les prochains mois, les prochaines années, parce que tout ça prend toujours un petit peu de temps. On a par exemple un gros projet sur la question de la pression sociale parce qu'on pense que c'est vraiment un facteur important. Et donc, ce qu'on essaye de comprendre, c'est d'où vient cette pression sociale. Elle peut s'exercer à différents niveaux, par exemple au niveau vraiment de la société, des messages qui sont véhiculés par des institutions, par exemple, ou des professionnels. Mais c'est aussi une pression qui peut venir par les pairs, c'est-à-dire les autres parents, par exemple, qui se mettent la pression entre eux. C'est une pression qui peut venir du conjoint ou de la famille d'origine, mais c'est aussi une pression qu'on peut se mettre à soi-même en fonction de ses propres standards. Et donc, c'est une pression qui peut venir aussi de la part des médias, parce que beaucoup de messages sur la parentalité passent par les médias, les réseaux sociaux notamment. Et donc, voilà, on a cette volonté de comprendre en fait comment cette pression sociale s'exerce et en fait, quels sont les parents qui sont touchés par cette pression sociale? Parce qu'en en fait, on est tous soumis un peu à cette pression médiatique, etc. Mais tout le monde ne va pas être impacté de la même façon. Et donc, c'est très important de comprendre comment est-ce qu'individuellement, les gens, en fait, traduisent cette pression en une pression qui se traduit pour eux-mêmes dans quelque chose qui devient de la souffrance, quoi. Et donc, c'est vraiment ce qu'on essaye, une des choses sur lesquelles on travaille maintenant, c'est une façon aussi d'attirer l'attention sur les chemins par lesquels cette pression exerce la plus grande influence. Donc ça, c'est important et je pense que c'est à la fois pour améliorer le travail individuel avec les parents, mais c'est aussi parfois quand on a l'occasion de s'exprimer en conférence ou dans certains ministères, voilà, on est souvent contacté aussi par des ministres, des conseillers, etc. C'est aussi une façon d'attirer l'attention sur des mécanismes qui sont en place parfois depuis des décennies, parce que voilà, c'est comme ça, c'est des choses instituées, mais dont on ne se rend pas compte en fait que voilà qu'ils installent une certaine forme de pression. Et donc c'est aussi pour amener en fait une réflexion à d'autres niveaux qu'au niveau individuel. Les professionnels sont souvent focalisés évidemment sur les clients, les patients qu'ils reçoivent, voilà. Mais je pense que dans le burn-out parental, il y a aussi une prise de conscience à avoir qui est à un niveau plus sociétal, plus communautaire. Et ça nécessite aussi de comprendre comment en fait cette pression se véhicule à des niveaux qui échappent à l'individu. Donc ça, c'est un tout gros projet sur lequel on travaille maintenant. Alors, l'autre chose qui est évidemment sur le feu, c'est toutes ces données interculturelles qu'on a collectées dans le cadre du consortium,
avant la pandémie et pendant la pandémie. Et donc là, il y a tout un travail encore d'analyse qui se fait parce qu'on a déjà publié une partie de ces travaux, mais on avait évidemment collecté beaucoup plus de données que ce qu'il y a. Et donc, je vais juste vous donner des exemples. Il y a, par exemple, une recherche qui va bientôt être publiée. Donc, celle-là, elle est bien avancée sur la question de genre et en fait, comment est-ce que particulièrement certaines cultures vont en fait qui promeuvent une égalité de genre vont en fait se retourner contre les femmes. Et donc, des mécanismes un peu insidieux concernant la maternité. Donc, ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est que dans cette étude interculturelle, en fait, une des choses qu'on avait demandé aux parents, c'était de nous fournir 5 adjectifs qui qualifient pour eux ce que c'est que d'être une mère idéale et un père idéal dans leur représentation à eux. Et donc, il faut s'imaginer qu'il y a 17 000 parents, un peu plus, qui ont tous donné 5 adjectifs pour les mères et 5 adjectifs pour les pères. Et on est parti en fait d'une analyse de contenu, donc en fait sans a priori, de se dire en fait c'est quoi les représentations idéales de la parentalité à travers le monde. Et donc est-ce qu'on peut créer des espèces de cultures de la parentalité qui formeraient des ensembles, et si oui, combien il en existe dans le monde? Est-ce que par exemple il y a des caractéristiques que tout parent, peu importe où il fait son boulot de parent, que ce soit au Cameroun, au Brésil ou en Chine, par exemple, est-ce qu'il y aura des qualificatifs qui reviennent toujours? Par exemple, on pourrait se dire soigner ses enfants, ça pourrait être un qualificatif voilà, qui revient à travers toutes les cultures. Et est-ce qu'il y a par ailleurs des caractéristiques qui sont culturellement spécifiques et donc des représentations de ce qu'une bonne mère ou un bon père doit être dans certaines régions du monde? Voilà. Et donc là, on est parti de cette base de données, mais qui est gigantesque, puisque vous imaginez 5 fois 17 000 qualificatifs. Et donc, il y a tout un travail d'analyse de contenu, en fait, qui est fait là-dessus, sans a priori, et à travers lesquels on essaye d'identifier, en fait, des cultures parentales et comment est-ce que ça s'organise. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé dernièrement et qui est aussi en cours de publication. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont en cours. Et puis après, il y a les projets qui sont en train d'être développés ou qui sont prévus. Voilà, et je vais aussi en donner quelques exemples. Donc, puisqu'on est dans les données interculturelles, l'étape suivante, dès que la pandémie sera terminée, parce que là, évidemment, on est calé dans un contexte mondial qui n'est pas propice à faire certains types de recherches. Mais en tout cas, l'étape d'après, dans les aspects interculturels, c'est d'aller plus loin dans quelles sont les conséquences que le burn-out parental ont sur les enfants dans les différentes cultures. Parce qu'on pourrait imaginer que, eh bien, selon le modèle de la parentalité qui est vécu dans certaines cultures, le fait, par exemple, de se mettre à distance de ses enfants peut être plus ou moins impactant sur les enfants. Enfin, je veux dire, il y a des cultures où on a tellement cette recommandation d'être dans le soin affectif, dans le holding, dans le cocooning avec l'enfant, le pot à pot, etc., que forcément, toute forme de distanciation émotionnelle et affective va nécessairement impacter beaucoup l'enfant parce que les attentes, en fait, autour de la dyade sont très très forte. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres cultures dans lesquelles les modèles de la parentalité sont très différents et où on pourrait imaginer que le fait de se distancier de ses enfants n'a pas les mêmes conséquences sur les enfants. Voilà. Donc on voudrait, et puis on peut imaginer aussi que chez nous, il y a certaines formes de conséquences qui apparaissent et que dans d'autres cultures, il n'y a peut-être pas ces conséquences-là, mais d'autres auxquelles nous, on n'arrive même pas à penser parce que simplement, ça ne se produit pas dans notre culture. Et donc le burn-out parental pourrait avoir des conséquences auxquelles nous, on n'a même pas pensé, simplement parce que ça fonctionne différemment. Donc, c'est vraiment une ouverture, en fait, à essayer de comprendre quelles sont les conséquences sur le vécu des familles à travers les différentes cultures. Et ça, c'est évidemment important du point de vue de la recherche, mais aussi de la formation, puisqu'on essaye d'ouvrir cette formation à d'autres professionnels dans le monde. Mais il faut nécessairement adapter cette formation pour que ça fasse du sens dans toutes les cultures. Et donc, il faut être très prudent dans la façon dont on va disséminer le message, quoi. Alors, une autre chose sur laquelle on travaille dans le cadre d'une action de recherche concertée, c'est d'arriver à récolter des informations sur le point de vue des enfants. Parce que jusque-là, en fait, on a toujours travaillé avec le point de vue des parents. Et ce que nous, on aimerait arriver à faire, c'est quel est le vécu des enfants de parents en burn-out, en fait? Comment est-ce qu'eux vivent la situation? Alors, on avait juste mené une toute petite étude préliminaire, mais il faut comprendre que là autour, il y a des questions éthiques qui sont très compliquées. C'est d'abord d'aller chercher ces enfants avec l'accord des parents et aussi de ne pas aller au-delà des effets qui sont déjà chez les enfants. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas
par exemple, les aborder en leur disant « on vient te voir parce que tes parents sont en burn-out ». Bah non, parce que peut-être qu'eux n'ont jamais posé en fait le terme burn-out sur ce qui arrive. Donc, il faut être très prudent et ça demande en fait des moyens et des techniques de recherche qui sont très différentes que de donner des questionnaires, par exemple, ou même de mener des interviews voilà, très ouvertes. Donc, il faut y aller voilà, très, très prudemment et donc, ça va se faire probablement avec des focus group, voilà, des choses très qualitatives, très délicates. Voilà, ça c'est une chose. Et une autre chose sur laquelle on va aussi probablement travailler, c'est des thérapies multifamiliales. Donc, jusque-là, on a travaillé sur des thérapies individuelles, des thérapies de groupe. Et pour des raisons qui sont liées au fait que le parent qui vient en thérapie, donc on a remarqué qu'en fait, certains parents profitent mieux de la prise en charge que d'autres. Et une des raisons pour lesquelles certains en profitent mieux, c'est que, en fait, quand le parent vient en thérapie, on va installer toute une série de changements. Et donc, le parent, il devient un peu comme le missionnaire qui va retourner dans sa famille et qui doit implémenter ces changements dans un système. Et bien, parfois, il y a des systèmes qui sont très mobiles, très flexibles et où les changements vont s'installer avec une certaine souplesse. Il y a aussi des parents qui sont confrontés à un système très rigide, soit parce que le partenaire n'est pas prêt à changer, soit parce que les enfants ne sont pas prêts à changer, soit parce qu'il y a, je sais pas, des grands-parents qui sont très présents et qui cloisonnent le système, peu importe, en fait, il y a plein de raisons. Et donc, ce n'est pas parce que le parent a décidé qu'il va changer des choses, lui, que forcément le système va suivre. Et donc, certains parents se retrouvent en fait dans une situation où eux-mêmes évoluent, mais sans pouvoir tirer le système avec eux. Et donc, il existe ce qu'on appelle des thérapies multifamiliales, qui sont des thérapies en fait où on prend 4-5 familles ensemble. Donc, c'est le couple avec parfois les enfants. Et donc, la prise en charge ne se fait pas sur l'individu en burn-out, mais on considère alors que le burn-out, c'est une problématique familiale, une problématique plus systémique. Et donc, la prise en charge prend l'ensemble du système en charge, y compris le partenaire, même si le partenaire n'est pas en burn-out. Et donc, c'est une toute autre manière d'approcher les choses et qui serait probablement très profitable à des parents voilà, qui sont pris dans un système qui est relativement fermé et peu flexible. Wow. Voilà. Cette dernière étude va définitivement intéresser beaucoup des professionnels qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un moyen de vous aider? Est-ce que si les professionnels voudraient faire partie de ces études, ils peuvent vous contacter ou... Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'à un moment donné, quand on lance ce genre d'études, oui, alors on collabore avec des professionnels qu'on forme et puis qui vont implémenter ces aspects de recherche en fait d'une manière qui est très standardisée. Donc là, il faut entrer dans cette idée de recherche. Quand on avait fait les études sur les prises en charge de groupe, on a fonctionné comme ça. Je me souviens plus exactement du nombre, mais on avait, je pense, une bonne trentaine de professionnels qui travaillaient avec nous, qu'on a formés et puis qu'on a envoyés au front, quoi, avec des groupes, etc. Bon, c'est très riche hein, parce que voilà, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie parce qu'il faut réguler évidemment tous ces professionnels. Alors ça peut pas être n'importe quel type de professionnel. Il faut nécessairement, par exemple ici, qu'on ait des gens qui soient très bien formés à la systémique parce qu'on peut pas faire une formation qui soit complète. On fait une formation à la prise en charge qu'on va appliquer avec un protocole très clair. Mais évidemment, c'est des professionnels qui doivent avoir un certain profil. Et donc, pour nous, c'est une chance d'avoir ces communautés de professionnels qui se mettent en place parce que, contrairement à ce qu'on a fait il y a 4 ans, 3-4 ans, où là, ces communautés existaient moins, aujourd'hui, je pense que quand on devra recruter en fait, des professionnels, on pourra profiter de l'existence de ces communautés pour venir chercher des profils de professionnels qui pourraient nous aider de fait voilà, à mener ces recherches. Et peut-être une autre chose, un autre projet dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi en cours et qui est important, c'est que très souvent dans les questions que des journalistes ou même des professionnels posent, il y a toujours cette question des populations spécifiques. Est-ce que par exemple les parents qui sont en famille monoparentale ou qui sont précarisés, etc., sont plus à risque que d'autres familles, ou les parents qui ont un enfant avec handicap, etc. Alors jusque-là, les données qu'on avait récoltées nous amenait à dire non, en fait, c'est pas un risque majeur, ça fait partie des risques qui s'accumulent dans la balance, mais pas plus. Et on s'est dit que les données sur lesquelles on se basait pour dire ça sont des bonnes données, mais ne sont pas des données qui ont été collectées pour faire ça. C'est-à-dire, en fait, on a pris des populations générales et puis il y a un certain pourcentage de gens dans ces populations générales qui ont, par exemple, un enfant avec handicap et on se contente de regarder quelle est la différence de moyenne, en fait, par exemple, de burn-out parental. Alors c'est bien, c'est une première approche, mais ça ne suffit pas parce que, par exemple, ces groupes, on ne les a pas, comme on dit, à parier, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être sûr que c'est le même genre de famille en fait, qui ont répondu à l'enquête, etc.
Et donc ici, on a collecté des données d'une manière qui soit beaucoup plus propre et sur une population qui est plus large, avec des techniques statistiques un petit peu différentes et qui vont nous permettre de pouvoir publier plus clairement en fait sur ces questions-là et d'apporter des réponses plus claires parce que c'est vraiment quelque chose qui revient de façon systématique et nous, on aime bien quand on apporte une réponse, d'être sûr de ce qu'on raconte et d'avoir pris la peine d'aller vérifier en fait ce qui se passe. Et puis sûrement, si ça revient systématiquement, c'est qu'il y a une vraie idée que ça doit être plus difficile pour ces familles-là. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà, alors peut-être c'est un mythe, voilà, et si c'est un mythe, c'est très bien, il faut le déconstruire. Mais peut-être quand même que les professionnels ont une certaine forme d'intuition parce qu'ils rencontrent des situations et que ça, quand même, ça résonne, ça fait écho. Voilà. Donc, je pense que ça valait la peine aussi. Voilà. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est bien avancé. Et dans les prochains mois, on pourra certainement revenir. Et donc, tous les professionnels qui sont formés, en fait, bénéficient des updates, des mises à jour et des nouvelles infos. Et donc, ce sera des éléments de réponse. Voilà, que chaque fois que quelque chose est prêt, on pourra mettre à disposition. Super, ben vous êtes bien occupés pour les prochains mois à venir. Très bien. Si ça vous va, on va commencer avec les questions du coup des professionnels. Très bien. Donc, il y avait Émilie qui souhaitait vous demander si vous pensez que les parents en burn-out parental sont conscients de faire un burn-out parental. Alors, ma réponse est parfois oui et parfois non. Alors, certains vont vraiment déjà poser le terme parce que certains ont fait des recherches sur Internet, ont lu des choses, ont entendu parler d'eux dans une émission, enfin voilà. Et je pense que dans les pays où le burn-out parental a connu une certaine forme de médiatisation, les parents finissent d'eux-mêmes, en fait, parfois par poser le terme et par dire, en fait, voilà ce qui m'arrive. Mais ce n'est pas le cas de tous les parents parce que ça peut arriver qu'ils ne soient pas tombés sur l'information ou qu'ils aient été peut-être, je ne vais pas dire induits en erreur, mais par exemple, leur médecin leur a par exemple dit « mais je pense que tu fais de la dépression ». Et en fait, ce qu'on voit dans les consultations, c'est que les parents, ils ne savent pas toujours mettre le mot burn-out parental, mais beaucoup disent « on me dit que je fais de la dépression et moi je sais que ce n'est pas ça ». Donc, c'est cette intuition, en fait, de se dire, en fait, on essaye d'expliquer mon mal-être en mettant des mots, mais moi, je sens que ce n'est pas le bon mot. Et ils n'ont pas toujours le bon mot à mettre dessus. Et souvent, alors du coup, quand nous, on évoque ça, ou qu'on leur parle, ou qu'ils entendent quelque chose par rapport à ça, ils disent, là, en fait, ça fait sens, parce que ça vient rassembler, en fait, mon vécu, et qui fait que oui, je me sens complètement épuisée dans cette situation-là, mais ça n'empêche que j'ai de l'énergie pour aller boire un verre avec quelqu'un d'autre, avec une copine, j'ai du plaisir à faire d'autres choses. Et donc, voilà, ça vient mieux répondre. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi souligner que certains parents, en fait, peuvent arriver en consultation avec une demande détournée. Par exemple, c'est pas rare que des parents viennent dire, en fait, qu'ils pensent faire un burn-out professionnel. Et puis, quand on creuse un peu, on se rend compte que la source de l'épuisement, elle n'est pas tellement au travail, elle est plutôt en famille. Mais je pense qu'ouvrir la porte du professionnel en parlant d'abord de burn-out professionnel, c'est quelque chose qui leur paraît plus acceptable parce que le burn-out parental reste quelque chose qui est un peu honteux. Et donc, voilà, c'est plus facile de venir dire, en fait, j'ai tous les symptômes du burn-out et donc spontanément, on pense burn-out professionnel. Et je pense que ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles la formation professionnelle est très importante pour arriver justement à bien cerner ces problèmes de diagnostic différentiel. D'abord parce que c'est nécessaire pour la prise en charge, mais c'est aussi nécessaire pour aider le parent à voir plus clair et à mettre les mots qui conviennent en fait sur ce qui lui arrive. Oui, c'est exactement vrai. Ici en Australie, on en parle très très peu et les gens ont beaucoup de mal à utiliser le mot. En fait, ils n'utilisent pas. Et quand je le dis, souvent, c'est la première fois qu'ils l'entendent et c'est vrai que c'est un vrai relâchement pour eux de savoir un mot à ce qu'ils ressentent. Donc, et ça, c'est vraiment ce qu'on a constaté dès le début, quand on a commencé à parler de nos recherches. On a commencé à recevoir plein de mails, les premières sorties médiatiques qu'on a fait. Après, on recevait plein de mails de parents qui disaient ça fait des mois, des années que je me demande ce qui m'arrive. Et là, oui, ce mot-là, ça fait tellement sens, en fait. Et c'est une des choses qui nous a, en fait, conduites à poursuivre. C'est parce qu'on s'est dit, waouh, là, ça a l'air quand même de répondre à une vraie demande, quoi. Il y a quelque chose qui se passe derrière et c'est une vraie réalité, en fait. Exactement. Cette première question en amène une seconde, celle de Mélanie. Alors, c'est un petit peu long, mais je vais la lire du coup. Elle demande, travaillant en crèche, je souhaiterais accompagner les parents en burn-out parental ou en prévention du burn-out parental.
quand j'observe des parents en difficulté ou épuisés. Mais comment amener ces parents à prendre conscience de l'importance de cet accompagnement et à l'accepter, sans qu'ils se sentent jugés comme étant en difficulté? La démarche est délicate car la demande ne vient pas des parents, mais de l'observation des professionnels. Oui, alors ça, je dirais, ça vient juste mettre le doigt sur un truc qui est super important, c'est le rôle des professionnels de première ligne. Parce que bien sûr, on pense évidemment formation des psychologues, des psychothérapeutes, etc., qui prennent en charge individuellement ou en groupe les parents qui sont en burn-out. Mais pour moi, il y a tout un volet de la prévention qui est extrêmement important et sur lequel on travaille aussi. Par exemple, une chose qu'on a fait, c'est développer une échelle brève qui permet de faire du dépistage et de la prévention, qui elle vient juste d'être publiée en collaboration avec l'équipe finlandaise. Et donc, ça nous préoccupe beaucoup, en fait, cette question de la prévention. Et là, les professionnels de première ligne, ils ont un rôle essentiel à jouer. Donc là, ce n'est pas les psychothérapeutes, c'est plutôt des éducateurs, parfois même des enseignants, des assistantes maternelles, des puéricultrices, comme on dit, voilà, qui travaillent donc dans ces milieux d'accueil de la petite enfance ou qui travaillent comme professionnels de première ligne dans des services qui rencontrent des parents, peu importe la raison pour laquelle on les rencontre. Alors, ils ont un rôle essentiel à jouer et ce rôle, il est peut-être encore plus délicat et compliqué. En tout cas, la question de Mélanie, elle amène vraiment ça, c'est que autant quand on est un psy et que quelqu'un pousse la porte en disant « je ne vais pas bien », bon, bah ça, voilà, on est tout de suite dans le vif du sujet et on peut y aller. Autant quand on est un professionnel de première ligne et que la personne n'est pas directement en demande, mais qu'on repère de la souffrance, en fait, c'est une approche qui est beaucoup plus délicate à avoir, en fait. Et donc, les professionnels de première ligne, ils ont un rôle important, mais difficile à jouer. Donc, je suis vraiment très contente que cette question se pose. Alors, qu'est-ce que j'aurais comme recommandation? D'abord, il n'y a pas de réponse unique. Voilà, on ne peut pas dire il y a une recette à appliquer et la recette, c'est ça. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense qu'on ne sait jamais la réaction que l'autre parent va avoir, ni dans quel état, ça fait évidemment écho à la question précédente, dans quel état de conscience le parent est par rapport à son état de souffrance. Mais je dirais que certainement le mot d'ordre à garder, c'est que rester dans l'observation empathique, ça c'est très important, parce que ce que Mélanie suggère, c'est que si elle se rend compte, si elle observe que les parents sont épuisés, chez un certain nombre de professionnels, ça va amener des réactions qui vont en fait contribuer à mettre le parent sous pression. Je donne un exemple. On a beaucoup donné de formations chez des assistantes maternelles qui disaient, ben nous par exemple, les parents qui viennent rechercher les enfants de plus en plus tard, qui jouent avec les horaires comme ça, qui arrivent toujours à la dernière minute. Eh ben, chez beaucoup de professionnels, qu'est-ce que ça va déclencher? Un agacement en fait, parce que ils ont l'impression que les parents, ça fait 2 heures qu'ils auraient pu venir rechercher l'enfant parce qu'ils savent très bien qu'ils finissent de bosser à 4 heures. Et là, ils arrivent tout juste à 6 heures moins 5, quoi. Et la première réaction des professionnels, c'est en fait d'être agacé par ça. Et même si on ne le dit pas, si on ne fait pas de reproche, l'agacement, c'est quelque chose qui va passer de façon très ouverte, en fait. Et donc, je pense que quand on constate un changement de comportement chez le parent, par exemple celui-là, ou qu'on constate que quand le parent vient chercher l'enfant, bah, il n'est pas très chaleureux avec l'enfant, vous savez, le pousse un peu dans le dos pour aller chercher son manteau, allez vite, on y va, enfin, il n'est pas très accueillant avec l'enfant. Je pense qu'on doit être dans cette observation empathique. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec du burn-out, et peut-être qu'en effet, le parent, il est momentanément à côté de la plaque pour toutes sortes d'autres raisons. Mais avant d'en arriver à se trouver agacé, je pense que cette observation de manière empathique, elle est importante à avoir, et de laisser cette petite porte ouverte que peut-être il y a là derrière un état d'épuisement qui amène en fait cette forme de distanciation, cette irritabilité, etc. Alors dès que la chose se met, je pense qu'il faut pouvoir valider le ressenti. Et donc, ça veut dire quoi valider le ressenti? C'est pouvoir dire en fait à un parent à un moment donné où ça se met parce qu'il n'y a personne autour, parce que quelque chose vient de se produire dans la relation avec l'enfant, de pouvoir dire il me semble que j'observe depuis un certain nombre de jours ou de semaines que vous avez l'air épuisé quand vous venez rechercher votre enfant et je veux que vous sachiez que nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin. Je suis là pour vous écouter et je suis là pour vous aider. Et pas plus. C'est juste ouvrir la porte en disant, en fait, j'ai observé quelque chose, voilà, et peut-être je me trompe, mais j'observe sans jugement, c'est-à-dire je ne dis pas quelque chose du genre, et j'ai observé ça, et d'ailleurs votre enfant pleure plus à la crèche. Non, ça on ne dit pas, parce que sinon, effectivement, ça va amener de la culpabilité, et peut-être que vous avez observé que l'enfant pleure plus, mais ça c'est la partie à ne pas dire sur le moment, voilà.
Donc, c'est juste, j'ai observé, voilà, il me semble que vous êtes épuisé quand vous venez rechercher l'enfant. Et sachez que nous, on est là pour les enfants, mais on est aussi là pour vous aider. Parce qu'un parent qui ne va pas bien, il peut pas être bien, enfin, l'enfant ne peut pas être bien non plus. Donc, si vous avez besoin, on est là, je peux vous écouter et je peux essayer de voir comment vous aider. Et donc ça, je pense que c'est ouvrir une porte. Alors, ça ne veut pas dire que le parent va y entrer, va s'engouffrer, va venir vous parler, mais il aura entendu qu'il y a quelqu'un qui a repéré que peut-être il ne va pas bien, et deux, qu'il y a quelqu'un là qui est prêt à tendre l'oreille sans juger, parce qu'il n'y a pas eu de jugement qui a été formulé. Voilà. Et ça, je pense que c'est la seule chose qu'on puisse faire. On ne peut pas aider quelqu'un malgré lui, mais on peut ouvrir des portes. Et vraiment, cette place pour l'écoute empathique, c'est vraiment la chose qu'un professionnel de première ligne peut faire. Voilà. Et si le parent revient, rester dans ce mot d'ordre de l'écoute empathique, de valider ce que la personne vit et d'éviter, c'est pas toujours facile, mais d'éviter d'apporter des informations qui tendent à mettre la pression. Voilà, par exemple, éviter que la conversation tourne autour du seul besoin et des intérêts de l'enfant. Vous voyez, toujours de ramener au fait que, ben oui, vous savez, depuis 6 mois, l'enfant est difficile à la crèche, il pleure beaucoup, je vois bien que votre état l'impacte. Non. En fait, c'est être centré sur la personne qui est en souffrance. Et là, en l'occurrence, c'est le parent. Et donc, pas centré sur les besoins, l'intérêt. Et ça, c'est quelque chose que les professionnels de la petite enfance ont parfois du mal à faire parce qu'ils sont terriblement centrés sur les besoins et l'intérêt de l'enfant. Et ça, c'est pas que c'est moche en soi, mais avec un parent qui est en souffrance, ça va nécessairement mettre le focus sur la culpabilité et la honte. Et ça, c'est pas le meilleur moyen d'amener le parent à se confier, en fait. Et oui, bien sûr. Et vous parlez de professionnels de première ligne, mais j'ai presque l'impression, et alors, quelle serait la différence pour les parents, du coup, les amis, les gens qui sont proches, donc qui sont toujours de première ligne, mais qui ne sont pas des professionnels? Est-ce que ça serait les mêmes idées? Alors, je dirais oui. Enfin, je dirais qu'en tout cas, la recommandation sur la bienveillance, l'observation, l'écoute empathique, ça, si on a un ami, une amie dont on perçoit des changements de comportement, etc., on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est aussi une façon, bien sûr, d'ouvrir la porte et d'accueillir. Voilà, c'est pas très différent. Pour moi, la seule différence, c'est qu'évidemment, quand on est un professionnel, on a une forme de responsabilité vis-à-vis de la personne en souffrance qu'on a en face de soi, mais bien sûr aussi vis-à-vis de l'enfant, parce que quand on sait que le burn-out il peut amener des comportements de négligence et de violence, c'est évident qu'on a cette responsabilité de se dire on ne peut pas laisser crouler la personne jusque-là. Et on sait que quand la distanciation émotionnelle s'installe, c'est la porte ouverte vers la négligence et la violence. Donc, le professionnel qui va être bienveillant à l'égard du parent, c'est aussi parce qu'il est conscient de sa responsabilité, en fait, vis-à-vis de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, il est tout à fait dans son rôle. Et ça, c'est pour moi une différence avec, évidemment, être un ami, parce que quand on est un ami, on n'a pas cette responsabilité, en tout cas formelle, et on n'est pas non plus là pour défendre les intérêts de l'enfant. Je veux dire, voilà, on n'est pas pris dans ces injonctions-là. On peut être juste dans un rapport amical avec l'autre, et puis dans un rapport amical, on peut peut-être des fois se permettre autre chose, parce que si on est très en confiance avec la personne, on peut évidemment aller plus loin tout de suite, quoi. Je veux dire, si c'est votre meilleur ami ou votre meilleure amie, s'il y a une vraie relation de confiance, peut-être que vous pouvez y aller un peu plus vite, au droit au but, voilà, en disant j'ai observé, mais en allant plus loin dans votre observation. Donc ça, c'est un peu à chacun, mais je dirais que le principe de base, c'est toujours ça, c'est éviter de rajouter de la pression, d'attiser la culpabilité et la honte, parce que ça, d'office, alors la personne, elle se referme, elle ne va jamais vous parler. Mais d'autre part, favoriser la bienveillance, l'empathie, voilà. Et ça, c'est le principe de base si on veut que la personne puisse se confier, quoi. Alors, merci pour cette précision, c'est top. Une autre question est celle d'Aurélie qui demande quel est le pourcentage de mères sur le nombre de parents touchés par le burn-out parental. Alors actuellement, et ça c'est... Alors, je dirais que ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde, parce que la question du genre, évidemment, elle vient toucher à des questions de rôle de genre. Et donc, dans des pays qui sont beaucoup plus traditionnels, les proportions mère-père vont être un tout petit peu différentes, et on voit qu'il y a des différences culturelles par rapport à ça. Donc, je vais me concentrer sur les pays occidentaux, parce que voilà, donc dans les pays occidentaux, il y a en général 2 femmes pour un homme. Et ce n'est pas parce que les femmes sont plus fragiles vis-à-vis du burn-out, c'est juste qu'elles sont en fait plus confrontées aux sources de stress de la parentalité parce que même dans une société égalitaire, en fait, les mères, elles prennent encore 70% des soins et d'éducation des enfants en charge. Donc, en gros, elles sont plus confrontées au stress lié à la parentalité que les pères.
Et donc, c'est comme si on se disait, bah, si vous travaillez, s'il y a deux femmes sur trois qui travaillent et 3 hommes sur 3 qui travaillent, bah, les hommes auront plus de chances de faire un burn-out professionnel que les femmes. Donc, c'est juste le fait d'être confrontées plus au stresseur. Mais sinon, en fait, les femmes, elles résistent mieux au stress parental parce que dans leur éducation, elles ont été mieux préparées à faire face aux stresseurs liés aux enfants. Et donc, bizarrement, elles sont plus nombreuses à faire un burn-out parce qu'elles sont plus confrontées, mais en fait, leur balance, elle est moins vite en déséquilibre parce qu'elles supportent mieux la charge et la pression parentale que les hommes en général. Mais voilà, donc en fait, si on veut le dire autrement, si les hommes s'investissaient à part égale des femmes, en fait, ils seraient plus en burn-out que les femmes. Ah Voilà. oui, donc ça, c'est intéressant. Oui. Donc, il faut travailler avec les enfants de façon jeune. Oui, et c'est ça aussi, quand je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une réflexion sociétale parfois qui se mette en place. C'est aussi réfléchir à l'éducation des rôles de genre. En fait, comment est-ce qu'on prépare nos petits garçons à devenir les pères de demain? Oui. Voyez, et je pense que ça, même quand on est soi-même dans le... Alors, moi, voilà, plein de gens savent que j'ai 5 enfants, mais bref, moi, je me rends compte que même avec tout ce que je travaille dans le sujet, tout mon intérêt pour la psychologie du genre et tout ça, je sais très bien que quand il y a une demande de babysitting d'un voisin, les premières à qui j'en parle, c'est mes 2 aînés. Mais mon fils, qui a exactement le même âge, parce qu'en plus, il a une sœur jumelle, donc c'est même pas qu'il est plus jeune que les filles. Voilà, en fait, je ne vais pas lui en parler en premier. Peut-être si les 2 filles sont pas libres, mais pas lui en premier. Et ça, je me dis, c'est une erreur, parce que finalement, les filles, elles sont préparées en fait à aller mettre des enfants au lit, à se confronter à des enfants qui sont un peu nerveux en fin de journée parce que excités, enfin, je sais pas, elles vont apprendre à gérer ça. Alors que lui, finalement, je le prive de cette capacité à pouvoir en fait s'exercer parce que je ne vais pas le mettre dans les conditions pour. Et ça se joue en fait dès la naissance, hein, dans la façon dont on va orienter vers certains jeux, vers certains types d'émotions, voilà, et dans le fait qu'on va confier certaines tâches domestiques ou pas, de quoi est-ce qu'on va parler avec ses filles et ses garçons. Enfin, tout ça, c'est très insidieux. Hein. Voilà, c'est à travers les médias, les livres, les films, les conversations dans les familles. Enfin, c'est très, très complexe. Mais ça amène vraiment cette réflexion sur l'éducation des rôles de genre et la vraie question de se dire, en tant que mère, comment est-ce que je prépare mon fils ou mes fils à devenir des pères de demain qui soient capables de résister en fait au stress parental et qui se sentent du coup investis de la même façon qu'une mère en fait et qui ne se posent pas la question de savoir s'ils vont faire un tiers. Non, ils vont faire la moitié parce que pour eux, ça sera évident, quoi. Et donc, voilà. Donc, je pense que là, il y a une vraie réflexion sociétale et individuelle à avoir. Et c'est un mouvement qui va prendre du temps, mais qui, à mon sens, est en marche. Mais avec des gens comme vous, ça prendra moins de temps. Peut-être. Pour sûr. Karine aimerait en savoir plus sur les 5 catégories de facteurs de risque du burn-out parental. Elle souhaiterait savoir si la recherche a mis en avant un changement, une évolution de ces facteurs. Alors, pas réellement une évolution, mais peut-être une évolution dans notre manière de les comprendre. C'est-à-dire que, donc, pour rappel, les facteurs, c'est les facteurs sociodémographiques, situationnels, les facteurs liés à la personnalité du parent, à l'éducation, et puis les facteurs familiaux. Et en fait, toutes les données qu'on a accumulées depuis qu'on a mis ce modèle étiologique de la balance en avant ont toujours été dans le même sens de montrer que ce qui est expliqué par les facteurs situationnels et sociodémographiques représente un pourcentage d'explication qui est beaucoup plus réduit que les facteurs personnels, éducatifs et familiaux. Ça, c'est vraiment une constante. Et c'est une constante pas que dans nos pays, mais toutes des études qui ont répliqué, en fait, notamment dans l'étude internationale, on avait contrôlé toute une série de facteurs sociodémographiques. Parce qu'une des choses qu'on s'était dit, c'est peut-être que ces facteurs sociodémographiques n'ont pas l'impact auquel on s'attendrait, parce qu'en fait, dans nos cultures, il y a quand même peu de variations. Par exemple, si on prend le nombre d'enfants, en général, voilà, le nombre d'enfants varie entre 1 et 3. Alors, il y a quelques familles qui en ont 4, quelques familles comme la mienne qui en ont 5, mais c'est relativement rare. Et donc, en fait, dans un échantillon, vous avez très peu de variabilité. Et donc, quand on dit le nombre d'enfants ne change rien, peut-être que c'est simplement lié au fait que tout le monde a en fait très peu d'enfants. Donc, voilà. Mais dans l'étude internationale, comme on avait des familles polygames, multigénérationnelles, etc., parfois on s'est retrouvé en fait avec des familles qui allaient jusqu'à 11, 17 enfants. Et donc,
ça permet en fait d'étudier les questions sociodémographiques dans un échantillon qui présente beaucoup plus de variabilité. Et même en faisant ça, eh ben, on se rend compte que les facteurs sociodémographiques, ils expliquent à peu près rien du tout. Donc ça, c'est fascinant. Les facteurs situationnels non plus. Et donc, c'est toujours ces facteurs personnels, éducatifs et familiaux qui expliquent le plus. Alors, on s'est posé beaucoup de questions en se disant, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et ce qui nous semble être le plus prometteur comme piste d'explication, et c'est ce qui nous amène à voir ces facteurs un peu d'une autre manière, c'est que finalement, quand on collecte des données sur les facteurs sociodémographiques, en fait, on va vous demander combien d'enfants vous avez, combien vous gagnez par mois, est-ce que vous vivez dans une famille, est-ce que vous avez un partenaire, est-ce que vous êtes d'une famille composée, etc. Et donc, ce sont des informations factuelles. Vous allez me dire, j'ai 4 enfants, j'ai 2 enfants, je gagne autant par mois, etc. C'est du factuel. Par contre, quand je vous demande de me dire quels sont vos traits de personnalité, quelles sont vos compétences émotionnelles, comment est-ce que vous éduquez vos enfants, etc., c'est pas du factuel. C'est en fait votre perception de qui vous êtes, de comment vous interagissez avec vos enfants, comment se passe votre relation coparentale avec le partenaire, etc. Et ça, c'est pas des données factuelles, c'est comment vous vous sentez les choses. Et donc, la grosse différence entre les facteurs qui expliquent beaucoup et les facteurs qui n'expliquent pas beaucoup, c'est que dans un cas, on a des faits objectifs et dans l'autre cas, on collecte des informations subjectives, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais des appraisals, une façon d'appréhender en fait les choses. Parce que si vous collectez des infos sur la coparentalité chez un père, une mère qui forment un couple, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Donc, ce n'est pas qu'on a collecté des infos sur la coparentalité en tant que vérité. On a collecté la perception subjective de la mère sur la coparentalité et la perception subjective du père sur la coparentalité. Ils vivent ensemble, ils ont une seule et même coparentalité, mais chacun a sa perception subjective. Mais ils ont tous dit qu'on a 3 enfants, parce que ça, c'est un fait. Vous voyez? Et donc, en fait, ce qui est fascinant, c'est que en soi, ce n'est pas le problème d'avoir 2, 3 ou 11 enfants. Ce serait très différent si je vous posais la question, est-ce que le nombre d'enfants que vous avez, vous trouvez que c'est beaucoup à gérer? Et il y en a avec 2 enfants qui vont vous dire, oui, à refaire, j'en aurai qu'un. Mais il y en a qui vont vous dire, avec 5, moi je vous dirais, non, ça va tout seul. Voilà. Et donc, oui, ça, c'est la perception subjective. Ce n'est pas du factuel. Et en fait, on se rend compte que dans le vécu du burn-out, qui est un trouble psychologique, on est bien d'accord, hein. Donc, dans le vécu du burn-out, ce qui compte, ce n'est pas les faits, ce n'est pas la situation concrète de la famille, c'est comment le parent vit sa situation. C'est-à-dire ce qu'on appelle les appraisals. Comment est-ce que lui aborde sa situation? Comment est-ce qu'il trouve que cette situation génère ou pas du stress? Et dans une même situation, quelqu'un peut être envahi de stress. Dans la même situation, un autre parent ne va pas être envahi de stress, pour toutes sortes de raisons. Et donc, voilà, ça c'est aussi un projet qu'on a, c'est de vraiment étudier ces mécanismes qui sont liés aux appraisals, c'est-à-dire à cette espèce de filtre cognitif et mental qu'on a et qui fait que des informations, enfin non, des situations ou des faits qui se passent dans l'environnement deviennent tout à coup une source de stress intense et qui va m'impacter jusqu'à me faire crouler en fait. Voilà. Et ça, c'est super intéressant parce que pour les professionnels, c'est effectivement un angle de travail thérapeutique qui est juste génial. Si c'était lié à des faits, alors c'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'être une famille monoparentale en soi, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que dans les populations spécifiques, en fait, ce n'est pas en soi un problème d'être une famille monoparentale. Mais c'est un problème si la monoparentalité est vécue comme quelque chose de dramatique, comme quelque chose qui impacte négativement ma parentalité. Et donc, pour les professionnels, c'est génial de savoir ça parce qu'au lieu de se dire toutes les familles monoparentales sont à risque, non, on va se dire en fait toutes les familles tous les parents sont potentiellement à risque. Et quand je dois travailler avec des parents, ce sur quoi je dois vraiment travailler, c'est ce travail des appraisals, ce travail cognitif en fait qui se fait. Et ça, c'est ce que les psychologues savent faire. Et donc, ça permet en fait de prendre les gens en charge. Parce que si c'était le problème de la monoparentalité en soi, vous n'allez pas pouvoir leur trouver un partenaire pour résoudre le problème, quoi, vous voyez? Et donc, en soi, pour nous, psychologues, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est très important d'arriver à comprendre. Et tout à l'heure, on parlait de la pression sociale. C'est la même chose en fait. La pression sociale, elle existe pour tout le monde, mais tout le monde n'en souffre pas de la même façon. Parce que pour que la pression sociale m'impacte, il faut que cognitivement, je traite cette pression sociale comme quelque chose de menaçant. Oui, non, mais c'est hyper intéressant parce que quand vous en parlez, je me dis, oh là là, c'est exactement ce que je vois dans les sessions. C'est vraiment C'est intéressant. ça.
des choses que je pense qui sont normales. Ils me disent que c'est un gros stress. Et je me dis, ah, c'est ça. Donc oui, Oui. c'est vraiment intéressant. Continuons avec les questions de Karine, mais cette fois-ci sur l'investigation internationale du burn-out parental. Karine demande où en est cette investigation et quelles sont les grandes différences constatées entre les continents et au sein de l'Europe plus particulièrement. Alors, où en est cette investigation? Donc, il y a eu une collecte juste avant, en 2017-2018, donc 2018-2019, donc ça c'était avant la pandémie. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les données qui sont en cours d'analyse sur la culture de la parentalité, etc., sur lesquelles on a déjà publié la prévalence dans les différents pays, etc. Et là, on a encore du travail à faire sur ces données parce qu'il y a encore plein d'informations qu'on peut retirer. Notamment d'arriver à mieux comprendre comment l'individualisme, qui est vraiment le facteur culturel qui explique le plus les différences entre les pays, quels sont les mécanismes en fait par lesquels il vient attiser en fait augmenter la prévalence du burn-out. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Et l'autre chose, c'est qu'on a collecté des données pendant la pandémie avec l'intérêt de savoir si les mesures de confinement, etc., dans les différents pays avaient augmenté la prévalence du burn-out parental et si oui, dans quelle culture, pourquoi, quel type de mesures en fait avaient le plus impacté. Et ça, c'est un travail dont l'équipe des Pays-Bas a pris le lead. Et donc, il y a à peu près, je pense, 22 pays qui ont rapporté des données. 22 pays qui, par ailleurs, avaient déjà rapporter des données la première fois, ce qui permet en fait de voir la différence de prévalence. Et l'article vient d'être soumis et montre, alors la conclusion générale, c'est qu'il y a une augmentation moyenne du burn-out, mais après, il y a des pays dans lesquels cette augmentation est plus forte que dans d'autres. Et donc, voilà, c'est toute la nécessité d'arriver à comprendre ce qui se passe, mais globalement, le confinement a eu un impact plutôt stressant sur les familles, pas pour tout le monde, mais plutôt stressant pour les familles. Donc ça, c'était ce qu'on a fait pendant la pandémie. Et il y a toujours cette volonté donc, de faire démarrer le projet suivant qui concerne, donc, comme je disais tout à l'heure, les conséquences sur les enfants et donc de voir les aspects universels et culturellement spécifiques des conséquences sur les enfants. Mais on a besoin d'attendre que ce contexte de pandémie, en fait, ça pèse pour pouvoir passer à cette dimension-là parce qu'on ne peut pas lancer des collectes de données quand la situation des familles est tellement différente d'un pays à l'autre. Pour l'instant, les pays sont en décalage, donc ça, on ne peut pas faire. Et alors, on demandait donc les différences qui sont constatées entre continents et au sein de l'Europe. Alors, il y a donc les différences, typiquement, elles sont vraiment liées en termes de prévalence à ces questions d'individualisme. Donc ça, c'est vraiment une valeur qui a l'air d'être importante et d'expliquer plein de choses. Alors, il y a plein de pistes explicatives. Une à laquelle on pense évidemment, c'est que l'individualisme, c'est quelque chose qui amène les parents à faire les choses par eux-mêmes tout seuls sans demander d'aide, hein, parce que voilà. Et donc forcément, la parentalité devient une sorte d'activité extrêmement solitaire et ça isole. Comme la parentalité, c'est beaucoup de tâches et de responsabilités, bah, si on est dans une culture qui vous donne l'impression que vous devez tout faire tout seul, bah forcément, c'est plus épuisant que si vous êtes dans une culture où, comme disent les Africains, pour élever un enfant, il faut tout un village, quoi. Et donc, voilà. Donc, il y a plein de mécanismes comme ça par lesquels l'individualisme va augmenter le risque de burn-out parental. Et donc, ça, c'est pour expliquer plutôt les différences entre des groupes de pays, des continents, en tout cas les pays occidentaux et les autres. Et alors, évidemment, il faut bien se rendre compte que quand on dit la question de Karine au sein de l'Europe, bien sûr que en Belgique, il y a des cultures et des sous-cultures, vous voyez, enfin, c'est très complexe. Par exemple, il y a des sous-cultures qui sont liées au niveau socio-économique, il y a des sous-cultures qui sont liées au fait qu'on est un Belge de pure souche ou qu'on est une 4e génération d'immigrés avec des cultures mixtes. Enfin, vous voyez, enfin, tout est possible. Et donc, on pourrait en fait continuer d'investiguer cette question des cultures dans les cultures parce que une chose qui nous avait semblé pertinente, c'est aussi de se dire, en fait, ça doit être. On avait remarqué dans certaines données que c'est différent pour un parent de véhiculer des valeurs éducatives qui sont différentes de celles des valeurs du groupe dominant. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs très collectivistes, imaginez, vous êtes une famille africaine en Belgique, voilà, un pays très individualiste, mais vous avez grandi dans des valeurs collectivistes et vous transmettez des valeurs collectivistes au sein de votre famille. Eh bien, c'est particulièrement compliqué pour des familles qui vivent avec un décalage de valeurs
d'arriver à concilier le rôle parental avec les exigences sociales et finalement ce qu'on attend d'eux dans la société. Et peut-être que pour ces familles qui seraient en décalage sur le plan des valeurs, il y aurait en fait un contexte spécifique qui accentuerait encore le stress. Et donc, c'est une question sans fin parce que la culture, c'est à la fois quelque chose de très abstrait et très complexe. Et donc, on ne pourrait jamais épuiser cette question. Donc, c'est sûr qu'en Europe, il y a des différences, et qu'un pays n'est pas l'autre. Et que déjà, par exemple, entre la Belgique et l'Espagne, le niveau d'individualisme, ça n'a juste rien à voir. Le Portugal non plus. Donc, l'Italie non plus. Donc, ce sont des pays qui ont déjà des taux de prévalence qui sont bien plus inférieurs que les nôtres, que ceux de la France, par exemple. Parce que je pense qu'il y a une culture sociale, en fait, qui est différente, en fait, un rapport à l'autre qui est différent, un rapport à la demande d'aide qui est différent. Oui. Donc oui, il y a toutes ces différences-là. Et donc, si Karine, elle veut retrouver les derniers articles qui ont été publiés, ils sont tous sur le site Burnout Parental. Alors, ils sont sur le site, mais donc pour tous les professionnels qui sont formés, on met à disposition donc des updates, donc des contenus supplémentaires. Alors, le principe, c'est que tous les contenus qui sont vraiment nécessaires à la formation des professionnels, ils sont toujours gratuits. Donc ça, on les met à disposition et puis vous pouvez aller les suivre gratuitement et on augmente chaque fois le contenu de la formation de base pour tous ceux qui la commencent et puis tous ceux qui l'ont fini, on leur donne les contenus supplémentaires pour qu'ils restent toujours à jour dans leurs connaissances. Puis à côté de ça, il y a des contenus un peu plus spécifiques qui n'intéressent pas forcément tous les professionnels et qu'on ne va pas mettre dans la formation de base, sinon à un moment donné, elle va durer 150 heures. Et ça, on fait des petites capsules à part. Et ça, par exemple, sur la culture, on a fait des petites capsules à part. Et ça, ce sont des petits modules en fait auxquels on peut avoir accès n'importe quand. Et donc, si on se dit, moi, ça m'intéresse d'aller regarder ce qui se passe du côté de la culture, mais on n'a pas envie de se farcir toute la littérature scientifique. On n'a pas envie d'attendre que tous les articles soient publiés et de faire soi-même le lien avec la pratique, en fait. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est en fait, dès que nos recherches, elles sont terminées, qu'on a un message clair à faire passer, on fait un update et on le met à disposition. Et ça permet que les professionnels puissent toujours en fait suivre l'aboutissement en fait de nos recherches. Et donc il y a un update sur la culture. Et donc si Karine veut savoir plus, la manière la plus simple de faire, c'est d'aller voir cet update, quoi. Super, merci beaucoup. Je vois que la prochaine question, on y a plus ou moins répondu. C'était, pouvez-vous nous en dire plus sur les importantes recherches qui sont en cours sur le burn-out parental? Oui. Ça, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. S'il y en a encore plus, je me demande comment vous dormez, mais donc je pense qu'on a pas mal répondu à celle-là. La prochaine, c'est dans le groupe Facebook, Parental Burnout for Professional Only, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Facebook. Nous comparons beaucoup les thérapies individuelles avec les thérapies de groupe. On a un tout petit peu parlé de ça, mais est-ce qu'il y a eu des recherches spécifiques sur le burn-out parental qui comparent ces deux types de dispositifs et notamment sur leur efficacité? Alors, on aurait bien voulu, mais c'était compliqué méthodologiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire une étude propre sur cette question-là, il faut la randomiser. Ça veut dire qu'en fait, vous prenez des patients qui viennent en situation de burn-out et c'est vous qui décidez au hasard dans quel groupe vous allez les mettre, soit en individuel, soit en groupe. Et ça, c'est compliqué concrètement à faire parce que quand on a un parent en souffrance, on ne va pas lui imposer quelque chose qui va attiser la souffrance. Donc, en fait, imposer à quelqu'un un dispositif de groupe ou un dispositif individuel juste parce que c'est bien pour la recherche, c'est parfois un peu violent parce qu'il y a vraiment des gens qui, pour toutes sortes de bonnes raisons, ne se sentent pas prêts à aller dans un groupe et d'autres gens pour qui, pour toutes sortes de bonnes raisons, en fait, il vaut mieux qu'ils aillent dans un groupe que d'aller en individuel. Mais si vous mettez les gens dans les groupes en fonction de leurs besoins, alors vous allez créer des groupes avec des profils très différents. Et donc, ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude où vous allez avoir des profils de parents qui sont différents d'un côté et de l'autre. Et du coup, vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe parce qu'en fait, les parents à la base ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important quand on fait une étude d'efficacité et de prise en charge de faire du randomisé. Donc, quand on compare, par exemple, deux types de thérapie de groupe, bien, les gens viennent en sachant qu'ils vont faire de la thérapie de groupe, mais la façon dont le groupe est animé dans le groupe A ou dans le groupe B est différente. Et ça, les parents ne le savent pas. Et ça n'a aucune importance parce qu'on ne fait pas d'hypothèse sur le fait que le groupe A va être plus efficace que le groupe B, par exemple. C'est juste, on veut tester deux modalités différentes. Et donc là, quand les gens arrivent, ils sont placés dans un groupe où nous décidons au hasard. Par exemple,
tous ceux qui arrivent le lundi vont d'office là, tous ceux qui postulent le mercredi vont là, c'est complètement randomisé au hasard, ou bien le premier c'est là, le troisième c'est là, le cinquième c'est là, enfin voilà. Et ça permet après de publier les résultats et d'en dire quelque chose. Et donc, on aurait aimé faire de l'individuel et du groupe, mais concrètement, en fait, éthiquement, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mener. Alors, mon impression, alors après avoir beaucoup pratiqué puis discuté avec beaucoup de cliniciens, parce qu'on a aussi un centre de consultation donc, qui fait de l'individuel, puis on a mené les groupes, j'ai le sentiment que les deux dispositifs fonctionnent très bien et qu'ils ont aussi quelque chose de très complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que le parent va trouver dans un dispositif individuel, parfois, il ne peut pas le trouver en groupe et inversement. C'est-à-dire, je vais donner un exemple dans les deux sens. En groupe, un parent va trouver nécessairement un étayage et une fonction de contenance du groupe et d'un partage avec les pairs qui est inégalable et qui, dans la première séance, va faire tomber la honte et la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils arrivent tous en se disant qu'ils sont les pires parents de la Terre et rien que de s'asseoir à côté de 9 autres personnes qui ont l'air d'être des gens vachement bien, en fait, et qui se disent exactement la même chose, à un moment donné, on se dit, mais en fait, non, ça peut arriver de se sentir pas bien dans sa parentalité et je vois bien que les autres ne sont pas des monstres et donc j'en suis probablement pas un non plus. Et donc, il faut rien faire, en fait, pour que cette honte et cette culpabilité soient dépassées. Tandis que si vous êtes en individuel, vous allez devoir, vous, en tant que thérapeute, arriver à déculpabiliser et à soigner la honte de votre patient. Et des fois, ça prend des séances et des séances et des séances. Parce que, bien sûr, qu'il ne se sent pas jugé par vous. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que pour autant, ça le déculpabilise vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres parents ou que sais-je? Non, la réponse est non. Donc ça, je pense que c'est un bénéfice du groupe qu'on ne va jamais trouver facilement en individuel. À l'inverse, dans le groupe, le parent, il est nécessairement noyé dans d'autres histoires. Et donc, on se rend compte que dans le groupe, évidemment, on va traiter le burn-out parental, mais dans un certain nombre de cas, en cours de traitement, ça fait ressurgir d'autres types de difficultés. Par exemple, on a remarqué qu'un certain pourcentage de parents avaient vécu des traumas enfants. Donc la question du trauma, c'est vraiment quelque chose qui a l'air de revenir de façon régulière. Et probablement que ces traumas sont un facteur qui facilite, qui augmente la fragilité vis-à-vis du burn-out parental. Donc si vous avez vécu des traumas familiaux vous-même enfant, probablement que c'est un facteur qui vous met plus à risque de faire un burn-out parental, raison pour laquelle on va rencontrer beaucoup de parents qui en fait ont une histoire de trauma. Mais dans le groupe, on ne va pas soigner les traumas individuels, c'est impossible, ce n'est pas le lieu. Et donc, ça, évidemment, c'est quelque chose en prise en charge individuelle dont on va se saisir tout de suite. Alors qu'en prise en charge de groupe, on va plutôt dire aux parents, alors ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être traité dans le groupe, il faudra ensuite y aller de façon individuelle. Et donc, ça, voilà, il y a des choses qui sont au bénéfice du groupe et d'autres choses au bénéfice du suivi individuel. Et je pense qu'il faut être respectueux de l'histoire de chacun, des besoins de chacun, et aussi voir les deux dispositifs comme quelque chose qui peut être complètement complémentaire. Voilà. Je pense par exemple que pour des parents qui ont du mal à envisager comment est-ce qu'ils pourraient ajouter des ressources dans leur balance, alors ça, le groupe, c'est génial parce qu'il y a une forme d'émulation, de partage d'idées, de se déstresser, d'aller demander des trucs à des gens autour de soi. Enfin, voilà, il y a une sorte d'engouement collectif à allez, comment est-ce qu'on va faire activer notre réseau pour remettre notre balance en équilibre, et les gens débordent d'idées, sont créatifs, tout ça, c'est génial. Donc ça, pour susciter ça, il n'y a rien de tel que le groupe. Voilà. Donc, il faut vraiment penser le dispositif de groupe et d'individuel, non pas comme deux choses où on essaye à tout prix de savoir lequel est le plus efficace, mais de se dire, en fait, dans le respect de l'histoire de chacun et de là où il en est dans sa réflexion, parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à travailler leur trauma tout de suite. Hein. Donc, peut-être ils reviendront en individuel plus tard, mais ce n'est pas le moment maintenant. Voilà, donc dans le respect de chacun et les besoins de chacun, il faut vraiment voir ça comme des aspects qui sont totalement complémentaires, en fait, et pas quelque chose qu'on veut absolument savoir lequel est le meilleur. Ok, oui, c'est super. Oui, c'est vrai que je pense que la plupart d'entre nous offrent les deux. Et du coup, ça permet aux personnes de choisir ce qui leur convient le plus. Mais c'est vrai que c'est une question qui est souvent revenue et que personnellement, j'avais aussi. Donc, merci beaucoup pour la clarité de cette réponse. Dans ce même groupe Facebook, on parle souvent de la difficulté pour les parents de s'engager dans des séances de groupe une fois par semaine et ce pendant 8 semaines. Et personnellement, moi, je le vis beaucoup.
Bon, la première question sur ce thème-là, c'est est-ce que vous avez pu constater cette même difficulté et quelle en est votre expérience? Alors, c'est une difficulté qu'on peut constater. Alors, mon expérience d'abord, c'est que ceux qui font le pas de s'engager, en fait, on a très peu de pertes, de drop-out, de gens qui vont quitter le groupe. Parce que le groupe, même si les gens sont un peu réfractaires au début, le groupe va très rapidement, en fait, installer cette fonction de contenance et va très vite agir comme un soutien, un support supplémentaire qui vient rebooster, en fait, l'équilibre de la balance. Et ça se produit dès la première séance. Et donc, une fois que les gens sont dedans, on a très peu de gens qui abandonnent le groupe, vraiment. C'est presque rien. Donc ça, c'est très encourageant, mais ce qui peut arriver, c'est la difficulté d'arriver à persuader le parent que le dispositif de groupe, c'est ce qui va le mieux lui convenir. Donc ça, c'est vrai. Et moi, je pense que l'idée, c'est certainement pas de faire du forcing, mais c'est aussi de pouvoir très concrètement dire quels sont les avantages, enfin, d'être très au clair sur les avantages du groupe et pouvoir le présenter avec ses avantages et avec ses limites. Et de dire, en fait, le choix qui doit être fait, ce n'est pas un choix définitif de je vais là-dedans et je renonce à autre chose, mais justement de se dire qu'est-ce qui va être le plus aidant pour moi là où j'en suis maintenant. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'individuel après, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas du groupe après. C'est juste là maintenant, la question c'est qu'est-ce qui va m'aider le plus? Qu'est-ce que j'ai le sentiment qui va m'aider à remettre rapidement de l'équilibre dans ma balance, quitte à plus tard alors entamer un travail un peu différent, quoi. Et moi, j'ai le sentiment que le groupe, en fait, c'est quelque chose qui vient apporter des réponses plus rapides. En fait, c'est pour ça que c'est 8 semaines. 8 semaines, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est très, très vite passé, c'est court. Et le groupe, il va très rapidement, en fait, restaurer de l'équilibre dans la balance en donnant du souffle, en venant ramener des ressources, en diminuant le stress qu'on a sur ses épaules de se sentir coupable, etc. Et cet équilibre qui va très, très rapidement, en fait, se remettre un peu en place, il rend de l'énergie aux parents. Et avec cette énergie-là, le parent, peut-être, il récupère de la force pour s'occuper de choses plus profondes, comme, par exemple, comme on disait tout à l'heure, les traumas. Et donc, voilà, c'est vraiment réfléchir avec le patient. Le patient, il n'a pas conscience de tout ça, hein. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est un accompagnement du professionnel, de pouvoir expliquer ces deux dispositifs, non pas comme deux choses qui sont à prendre ou à laisser, vous voyez, mais plutôt comme qu'est-ce qui va le plus m'aider là maintenant, sachant que c'est des choses qui peuvent être largement complémentaires, quoi. Voilà, et de comprendre qu'un engagement sur 8 semaines, oui, c'est une forme d'engagement, mais c'est en même temps, c'est aussi une façon de se poser et de se dire, je vais prendre du temps pour moi, en fait, pour aller mieux. C'est du temps que je m'accorde dans les 8 prochaines semaines. 2 heures par semaine, ce sera 2 heures pour moi. Parce qu'en venant voir le professionnel, j'ai pris la décision d'aller vers quelque chose qui est mieux dans ma parentalité, quoi. Et donc, voilà, cet engagement, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de soi d'abord, pas d'abord vis-à-vis du groupe, mais vis-à-vis de soi, de se dire, en fait, je fais le choix de prendre du temps pour moi. Et ce dispositif, quelque part, vient m'apporter un cadre. Parce qu'une fois que je suis dans le groupe, oui, quelque part, ça m'engage à y aller. Donc, le groupe, il est là aussi pour nous porter, en fait, pendant ces 8 semaines. Et ça aide, je pense, beaucoup ce parent. C'est sûr que le groupe est définitivement aidant, mais le blocage que les personnes ont vraiment pour commencer à aller au groupe, parce que j'ai beaucoup, par exemple, moi j'ai personnellement beaucoup de gens qui me disent je ne peux pas donner 8 semaines. Est-ce que vous avez vécu ça aussi? Est-ce que vous voyez pourquoi ils se bloquent à se dire je ne peux pas donner 8 semaines? Alors, chez nous, les gens savaient d'office que ça durait 8 semaines. Et donc, quand ils s'inscrivaient dans les groupes, ils le savaient. Donc, on n'a pas eu ce genre de choses. Mais je pense que c'est important aussi de pouvoir dire aux gens que quand on est en situation de burn-out, c'est pas un petit rhume, quoi. Et qu'on ne peut pas vouloir changer quelque chose sans donner le temps qui sera nécessaire pour changer. Voilà. Et que donc, que ça soit en individuel ou en groupe d'ailleurs, ouvrir des brèches et venir travailler des choses et puis ne pas les suivre, c'est plus dangereux que de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on sait bien dans le travail psychologique que si on se met avec un patient à ouvrir des brèches, à commencer à mettre des choses qui sont douloureuses sur la table, etc., après les plaies, elles sont ouvertes. Et donc, il va falloir aller au bout du travail pour faire quelque chose de ce qu'on a fait sortir, mentaliser, symboliser, voilà, et que la personne, elle puisse vivre avec ça, quoi.
et en faire quelque chose. Et donc, c'est important que le patient comprenne que un traitement du burn-out parental, on ne peut pas le faire en 15 jours, que ce serait dangereux en fait de s'engager pour 2 semaines, parce qu'on va ouvrir des portes et qu'on ne pourra pas aller au bout et les refermer, et qu'une fois que ces portes vont être ouvertes, ça sera peut-être plus compliqué en fait. Et que donc si le patient, là maintenant, il n'a pas la disposition de temps ou de disponibilité émotionnelle pour pouvoir avancer, il vaut mieux qu'il postpose et venir le faire quand il se sent prêt. Voilà, que de dire en fait, OK, si vous ne pouvez pas donner 8 semaines, on va essayer en 3. Parce que ça, ce ne serait pas honnête en fait de la part du professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le professionnel, c'est comme si le médecin vous disait, vous devez prendre ce traitement, je ne sais pas, 8 jours d'affilée, et vous vous dites, moi j'ai envie de le faire que 2 jours. Est-ce qu'il vous dirait, ça ne sera pas efficace, alors il ne faut pas le prendre, parce que des antibiotiques, on prend 2 jours et on ne va pas au bout de la boîte, c'est dangereux. Voilà, donc ça va être normal que le médecin vous dise, non, pour que le traitement soit efficace, il faut le faire comme ça. Ici, c'est pareil. Je pense qu'on ne peut pas faire croire à nos patients que c'est à la carte et qu'on va pouvoir leur donner des bénéfices et amener des choses sur 2 séances, quoi. Ça, c'est de la foutaise. Donc, ce ne serait pas honnête. Et je pense que ça, ils doivent le savoir et que c'est mieux qu'ils sachent aussi que pour se préserver, eux, il faut entamer ce travail quand on est disponible, en fait. C'était des excellentes comparaisons et définitivement, je pense que ça va nous aider beaucoup en tant que professionnels. Merci. La troisième petite question dans ce thème, c'était avec la crise sanitaire, beaucoup de professionnels pratiquent en ligne. Pensez-vous qu'il y ait aussi des points auxquels il nous faut faire plus attention lorsque nous proposons ce genre de communication? Oui, alors les études, on n'a pas fait d'études typiquement sur burn-out parental, mais il y a des études qui existent sur les consultations, les téléconsultations, et qui montrent qu'elles sont relativement efficaces. Donc, je pense qu'on ne doit pas se priver de ça. C'est-à-dire que pour des parents qui n'auraient pas de professionnels formés près de chez eux, je pense que si c'est la seule solution, c'est très bien. Il faut le pratiquer, c'est pas mal. Mais il faut toujours garder à l'esprit que probablement que ça ne convient pas de la même façon à tout le monde. Il y a par exemple des gens qui ont vraiment besoin d'avoir un contact humain qui soit plus important que derrière un écran. Mais plus fondamentalement, je pense que dans la problématique spécifique du burn-out parental, il ne faut pas perdre de vue, et ça c'est vraiment quelque chose dont on a bien pris conscience pendant le confinement, c'est que comme la source du stress et du mal-être est dans la parentalité, dans la famille, il y a des gens qui ont vraiment besoin de pouvoir s'extraire de leur milieu familial pour venir se faire prendre en charge ou être traité. Or, quand on fait de la téléconsultation, il faut s'imaginer que le parent, il est dans son milieu de stress pendant la consulte. Vous voyez? Et ça, c'est très différent. Imaginez que vous fassiez ça pour du burn-out professionnel. Le parent, il est tranquillement chez lui. Il n'est pas dans son entreprise. Hein. Il est tranquillement chez lui et on fait de la téléconsulte. C'est OK. Mais vous ne feriez pas ça s'il était sur son lieu de travail. Non, non, c'est vrai. Hein? Vous diriez non, pas sur le lieu de travail. Vous vous trouvez un autre endroit, mais pas le lieu de travail. Sauf que le problème, c'est que pour beaucoup de parents, il n'y a pas d'autre lieu que leur maison où ils peuvent faire cette téléconsultation. Et parfois, il faut s'imaginer qu'ils le font sans être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui écoute à la porte, parce que les gosses sont là, le partenaire est là, ils ont entendu des choses. Enfin, voilà, c'est pas garanti la confidentialité non plus, parce que on est sur le lieu où le problème se pose. Et donc, il faut réfléchir que dans la situation spécifique du burn-out parental, quelles sont les implications de la téléconsultation? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter avec le patient. Est-ce qu'il peut s'isoler vraiment? Est-ce qu'il peut le faire à un moment donné où il n'y a pas autour de lui, même derrière la porte, hein, des gens, enfin, des gens de la famille vis-à-vis desquels ce serait pas délicat peut-être de le faire aussi, ne serait-ce que des enfants. Hein, vous imaginez, vous commencez à discuter, je sais pas moi, de problématiques d'hurlements hystériques que la mère a eu, j'en sais rien. Et puis les enfants, ils jouent là derrière la porte, ça va pas. Je veux dire, voilà. Et après, il faut se rendre compte que la consulte s'arrête. Hop, et moi, je retourne avec mes gosses dont je viens de parler pendant 1 heure. Enfin, non, ça ne va pas. Tandis que quand le parent il vient en consultation, il s'extrait de ce milieu et puis il a le trajet pour retourner jusque chez lui, pour se poser, etc. Ici, c'est presque violent, en fait, peut-être pour certains parents, de le faire à domicile avec les membres de la famille qui sont juste derrière la porte, sans période de transition, sans, vous voyez. Donc, il faut bien réfléchir qu'on n'est pas dans une situation ordinaire de téléconsultation. Non, c'est vrai, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça, c'est très intéressant. Et puis, encore une fois, c'est des stresseurs derrière la porte, donc on n'enlève pas le stress facilement si c'est à la maison. Donc, oui. Non.
Solange, je demande si vous aviez des nouvelles sur la référence des professionnels et sur la possibilité d'avoir une carte de localisation. Donc, je ne Oui. sais pas si tout le monde le sait, mais en fait, pour l'instant, les gens qui ont eu la formation, ils sont référencés dans un fichier Excel qui est accessible en ligne. Et certaines personnes vous avaient demandé si c'était possible de l'avoir sur une carte. Donc, Oui. vous avez des nouvelles? Oui, et donc là, bon, bah, il faut rendre à César ce qui est à César, hein. Donc Hélène Gatlan fait une tentative donc, sur une map et maintenant donc, on a notre assistante administrative donc, a récupéré ce système et qu'on va de fait implémenter. Alors ici, c'était l'été, donc c'était pas approprié. Puis nous, on n'aime pas d'envahir les gens avec trop de mails. Et donc, comme il va y avoir le mail pour le prochain référencement au mois de septembre, dans ce mail, de fait, on annoncera que le référencement va se faire dorénavant sur une map. Et donc, en ligne, on peut déjà trouver en fait la map qui a été faite à partir du tableau de référencement du mois de février, donc du dernier référencement. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus joli, plus convivial, plus appealing, comme on dit. Et donc, oui, on est super content, évidemment, que cette solution soit disponible. Et ça permet aussi de visualiser vraiment les régions du monde voilà, où la formation des professionnels commence à bien s'organiser et les régions du monde où il est encore compliqué, où ce n'est pas encore vraiment entré dans les mœurs. Et voilà, donc oui, c'est fascinant. Ça donne vraiment une overview en fait de la situation. Et donc oui, on améliore ça de façon très sensible à partir du mois de septembre. Oh, super. Oui, et il y a aussi une carte, je devrais le dire, sur le groupe du Parental Burnout. Donc, c'est plus les gens qui s'inscrivent eux-mêmes pour savoir aussi où on est dans le monde. Donc, c'est pas mal de savoir aussi qu'il y a des gens et puis de pouvoir se connecter avec d'autres personnes. Donc, c'est génial. Et donc, cette carte sera accessible sur le site Internet? En fait, elle y est déjà. Okay. On a déjà changé le lien, donc, mais c'est basé évidemment sur le référencement de février qui sera mis à jour ici au mois de septembre par Clara, donc notre assistante administrative, qui va faire le prochain référencement comme d'habitude au mois de septembre. Ok, ben super, génial. Une dernière question du coup qui me concerne plus particulièrement. Ces derniers mois, vous avez beaucoup travaillé à rendre vos connaissances plus accessibles au monde anglophone. On a beaucoup parlé de culture aujourd'hui. Comment ce monde-là est-il réceptif à vos travaux? Alors, donc, il faut savoir que le terme burn-out parental, il a été émis dans les années 80 par deux Américains. Hein. Donc, c'est pas, c'est pas que le monde anglophone n'a jamais entendu parler du sujet, mais pendant très longtemps, ça n'intéressait personne. Par contre, dans le monde anglophone, ils parlent beaucoup de intensive parenting. Ils connaissent bien le phénomène de helicopter parenting. Enfin, donc, toute cette question de la parentalité intensive, épuisante, ils ont d'autres manières d'aborder les choses, mais c'est pas une réalité à laquelle ils sont complètement hermétique. Au contraire, je pense que ça représente très bien la réalité des États-Unis, notamment. Et donc, je pense que le terme burn-out parental, ils ne sont pas familiers parce qu'il a été moins médiatisé, mais on a fait pas mal en fait, d'entretiens dans des grands journaux comme le New York Times, par exemple, qui, du coup, contribuent en fait, à faire entrer ça dans les mœurs. Et un article en amenant un autre, en fait, on a de plus en plus de contacts avec des journalistes et des médias qui vont, tout comme ça a été le cas en Belgique, en France, progressivement faire ce travail de rassembler cette réalité-là autour d'un terme qui va fédérer probablement les choses. Et alors oui, on a développé la formation des professionnels en anglais. Et là, on commence à travailler avec une web marketeuse parce qu'évidemment, il faut évidemment que cette formation existe, mais il faut que les professionnels en aient connaissance. Et ça, il y a tout un travail évidemment de diffusion de la formation dans les réseaux professionnels anglophones qui fonctionnent d'une manière très différente de la nôtre. Et donc ça, c'est tout un travail de fond qui va se faire sur des années, mais le fait que cette formation soit disponible en anglais, évidemment, c'est une richesse parce qu'il n'y a pas que les anglophones qui vont en bénéficier. Par exemple, les professionnels aux Pays-Bas, les psychologues parlent très bien en général l'anglais, sont habitués d'aller dans les congrès en psychologie en anglais, etc. Donc, ça permet quand même d'ouvrir cette formation à beaucoup plus de professionnels. Et c'est clair que dans le consortium international qui compte 50 pays, avoir au moins la version française et anglaise, c'est important. Et là, on est en train de travailler sur la version espagnole et portugaise. Donc, Ah, voilà. ok. Et donc, vous disiez, vous parlez beaucoup des États-Unis.
Est-ce que l'Angleterre répond aussi? Est-ce que, par exemple, pour moi, l'Australie et la Nouvelle-Zélande répondent à vos travaux ou... Alors, ça commence, voilà, mais de nouveau, je pense qu'il va y avoir un gros travail d'information, de Hmm. ciblage. Et donc, ce qu'on a fait via le consortium, par exemple, c'est essayer aussi de comprendre comment fonctionne la formation continue dans les différents pays. Parce que dans certains pays, comme le Canada, par exemple, elle est obligatoire pour les psychologues, ce n'est pas le cas partout. Et la façon dont une formation continue peut être validée et reconnue officiellement comme formation continue, il y a parfois des démarches à faire. Et donc, tout ça prend beaucoup de temps parce que si on veut que les gens la suivent, il faut qu'elle soit reconnue par l'ordre des psychologues dans les différents pays là où c'est obligatoire. Et donc, c'est aussi des démarches qui prennent du temps, qui nécessitent de monter des dossiers, etc. Et dans certains pays, c'est plus facile que dans d'autres. Mais voilà, par exemple, le Canada, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et on s'est déjà renseigné pour l'Australie, etc. Donc, il y a, voilà, ça demande en fait une mise en place qui n'est pas juste de traduire la formation, mais qui est aussi de comprendre comment la formation des professionnels s'organise dans ces cultures, dans ces pays, et de parvenir à faire après connaître cette formation via les réseaux appropriés. Et donc, évidemment, pour nous, de nouveau, c'est une chance d'avoir cette communauté de professionnels, parce que c'est aussi à travers cette communauté de professionnels que ça diffuse et que chacun qui croit que c'est pertinent va diffuser dans ses propres réseaux et donc va faire en sorte que ça se connaisse et que finalement des réseaux professionnels vont s'installer à d'autres endroits. Parce que tant que ce n'est pas le cas, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, par exemple, on a de la téléconsultation avec des gens qui habitent dans des pays complètement improbables et qui n'ont pas du tout de possibilités sur place parce qu'il n'y a pas de professionnels qui soient formés. Et donc, on fait de la téléconsultation avec des gens, même une maman du Gabon, par exemple, qui est là, pas parce qu'elle est gabonaise, mais parce qu'elle a suivi son mari qui est en poste là-bas et qui se retrouve dans une situation où c'est impossible pour elle de trouver de l'aide là-bas. Et l'aide qu'elle pourrait trouver, en fait, n'est pas culturellement appropriée pour elle. Donc, voilà, c'est pour ça que dans des conditions comme ça, bon, la téléconsultation, ça reste évidemment un outil intéressant. Mais voilà, je pense que il y a beaucoup, par exemple, même dans des pays africains, beaucoup de professionnels qui sont demandeurs. On travaille beaucoup avec le Burundi, qui est un des pays dans lequel, pendant le confinement, la prévalence a le plus augmenté. Et donc, on a une équipe sur place qui vraiment s'interroge sur les raisons pour lesquelles le Burundi a été si touché et sur la réalité des familles là-bas. Et donc, ça doit être nécessairement des chercheurs et des psychologues locaux qui le font parce qu'ils ont une connaissance évidemment de la culture qui nous échappe. Donc, eux ont pu suivre la formation en ligne et en faire une adaptation qui est culturellement appropriée, quoi. Et donc, eux, maintenant, font de la formation en présentiel des professionnels là-bas parce que l'accès, en fait, à la formation en ligne est compliqué pour des questions d'accès simplement au réseau Internet. Eh oui. Voilà. Et donc, et aussi parce que cette formation nécessite d'être un tout petit peu culturellement appropriée à certains égards. Et donc, voilà, pour nous, c'est vraiment essentiel que les professionnels eux-mêmes contribuent, en fait, à diffuser, en fait. Voilà. Et donc, est-ce que vous voulez prendre cette opportunité pour expliquer un petit peu mieux le système d'affiliation? Alors ça, c'est aussi quelque chose, on reviendra vers les personnes formées aussi dans les prochains mois. Donc l'idée de l'affiliation, globalement, c'est l'idée que les professionnels formés peuvent parrainer des collègues enfin voilà, avec cette envie de donner l'envie à d'autres de découvrir ce que c'est le burn-out parental et de se former pour augmenter ce réseau, en fait, ce réseau de professionnels formés. Et donc, le principe de l'affiliation, c'est que chaque fois qu'on parraine quelqu'un, on a un petit pourcentage du prix de la formation qui vous revient. Et donc, voilà, l'idée, c'est de profiter des gens qui ont suivi la formation pour devenir une sorte d'ambassadeur. Quand eux considèrent que c'est une formation qui est essentielle, qui est importante, eh bien, ils peuvent comme transmettre le flambeau, en fait, à leur propre réseau professionnel. Voilà. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que moi, par exemple, en tant que Française habitant en Australie, j'ai accès à ce système d'affiliation pour le français et l'Australie. Donc, c'est vraiment génial d'avoir des ambassadeurs comme ça, même si pour l'instant, je n'ai pas fait énormément. Mais c'est vrai que c'est génial d'avoir des ambassadeurs qui ont pu être là depuis le début et que dès que la formation en anglais était présente, on a pu Oui, et je pense que la donner. c'est son propre réseau, mais je pense que beaucoup de professionnels parfois donnent des conférences, enfin, vous voyez, ont accès, enfin voilà, donnent de la formation ou donnent un cours à des étudiants ou que sais-je, voilà. Et c'est aussi une façon de se dire, j'en profite à chaque fois pour rappeler que cette formation existe et tout, et mettre en place donc ce système de parrainage. Et voilà, l'affiliation, c'est un petit incitant pour qu'on se rappelle en fait qu'on peut parrainer, que Mm. voilà.
Non, c'est super. Du coup, la dernière question de cette interview, c'était nous sommes tous avec vous pour vous aider, pour aider les parents pardon, en burn-out. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que vous aimeriez partager avec nous? Et plus précisément, est-ce qu'il y a des façons dont nous pourrions vous aider à, à aider le plus les parents? Alors, dont on peut nous aider, eh ben, continuez de faire ce que vous faites, c'est-à-dire formez-vous, suivez bien les updates pour rester toujours au courant des dernières études et donc de pratiquer de la meilleure des façons qui soit scientifiquement fondée. Donc, chaque fois que vous recevez des updates, être attentif de bien en prendre connaissance et donc de rester à la page, en fait, ça c'est très important parce que comme vous avez vu, on mène beaucoup de recherches, donc il faut rester à la page et pas rester sur des informations que vous auriez suivies, je ne sais pas, il y a 2 ans, par exemple, parce que ça évolue très vite. Donc ça, c'est une chose. Et donc, continuez de faire ce que vous faites parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ces réseaux de professionnels qui vont nous permettre de mener certaines recherches, comme les études cliniques, par exemple, mais qui vont aussi nous permettre de créer des réseaux qui sont de plus en plus larges, en fait. Et moi, je pense que ces réseaux de professionnels, c'est vraiment ce vers quoi on doit aller pour que les parents trouvent de l'aide près de chez eux. Et donc, on s'était dit, en fait, on se fait la promesse que aucun parent en burn-out ne devrait faire plus qu'une demi-heure de route pour trouver de l'aide. Voilà. Et donc, ça, c'était un peu le mot d'ordre. Alors, on y est en Belgique, on y est presque en France. Voilà. Et donc, je trouve que Wow! c'est assez chouette, en fait. C'est une sorte de but comme ça de se dire, un parent épuisé, on ne peut pas lui demander de faire 3 heures de route. Et donc, il faut que, voilà, que ce réseau se densifie. Et donc, voilà, continuer de faire toutes ces initiatives, d'être bien formé, de transmettre cette formation et de rester connecté entre les cliniciens, les chercheurs. Voilà, tout ça, je trouve ça vraiment génial. Et donc, moi, j'ai beaucoup de plaisir à répondre à vos questions aujourd'hui parce que ça donne vraiment du sens à mon travail et j'ai conscience à travers les questions que probablement que l'une ou l'autre chose que je dis va parler à certains cliniciens et va profiter en fait aux familles au bout du compte. Et donc, c'est tous ensemble qu'on peut arriver à ce que les choses changent. Et sinon, de façon générale, je voudrais insister sur un point, c'est toujours garder à l'idée le fait que nous, comme professionnels, on doit vraiment être toujours à l'affût de diminuer la pression, la culpabilité, la honte. C'est vraiment notre première mission. Et que parfois, reconnaître qu'on la met indépendamment de notre volonté, mais avec les meilleures intentions du monde. Et tout à l'heure, je disais, par exemple, quand on veut être trop centré sur les intérêts de l'enfant et qu'on oublie qu'il y a aussi les intérêts du parent, je crois qu'on doit mettre la même énergie sur les deux. Et parfois, se centrer trop sur l'intérêt de l'enfant sans plus penser à l'intérêt du parent, ça amène à remettre de la pression. Et je vais vous donner un simple exemple. Je discutais avec une caisse d'allocation familiale pour qui je donnais une conférence et m'expliquais toutes les initiatives qu'ils avaient prises à l'égard des familles. Et moi, je leur ai dit, c'est génial et en même temps, c'est dramatique parce que ça veut dire que, en fait, vous vous occupez de toutes les familles françaises, mais avec tout ce que vous mettez en place, c'est comme si vous partiez du principe, et donc vous faites passer ce message que tous les parents en France, ils ont besoin de l'aide d'un expert à un moment donné pour quelque chose, quoi. Alors qu'en gros, on a plus de 90% des familles qui fonctionnent super bien, avec des parents suffisamment bons, quoi, qui ont juste besoin qu'on leur dise qu'ils sont chouettes avec leurs enfants, et pas qu'on leur colle des tas de services sur le dos, parce que c'est comme si on leur disait, ben, en fait, tu peux pas être parent tout seul, tu as besoin tout le temps de l'avis d'un expert pour tout faire, quoi. Et donc, cet accompagnement systématique des familles, je pense que c'est pas une bonne chose, quoi. On peut faire autrement avec l'argent qu'on a à mettre dans ces accompagnements pour réserver cet accompagnement à des familles qui, à un moment donné, ont besoin pour des tas de raisons, mais en même temps, de laisser aussi les familles autonomes vivre, de renforcer le sentiment de compétence des parents, juste en leur laissant l'idée que les experts de l'enfant, c'est eux, quoi, et que ils sont tout à fait à même. Et moi, je pense que cette omniprésence des experts dans le domaine de la parentalité, c'est une manière de mettre la pression implicitement, alors qu'on a l'impression de faire du bien aux familles, voyez. Donc, c'est comme ça que je dis que parfois, il faut faire un pas de recul sur nos activités, nos postures, parce que parfois, avec les meilleures intentions du monde, on contribue en fait à mettre de la pression. Et donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir toujours ce petit warning dans la tête, quoi. C'est exactement vrai parce qu'en fait, quand j'ai commencé la formation avec vous, et je pense que plusieurs professionnels diront la même chose, j'ai vraiment exactement pris un pas en arrière en me disant, j'ai envie d'être activiste, à changer la façon dont la société fonctionne. On a changé la société et j'ai envie de la rechanger. Donc, c'est vrai que
vous le faites très bien puisque j'ai cru que je venais avec l'idée, mais en fait, c'était votre idée qui m'est arrivée à l'esprit. Et c'est vrai, c'est une excellente position en tant que psychologue de se dire, bon, ben, en fait, je voudrais plus être activiste dans la société, qui est presque une position en fait de rechercheur. C'est ça. On peut prendre en tant que psychologue aussi. Merci vraiment beaucoup pour votre Avec plaisir. temps. Et puis merci à toute votre équipe parce que je sais qu'elle est grande et que ouais, vraiment c'est fantastique tout ce que vous faites. Donc merci du fond du cœur. Merci. Voilà, et Moira n'était pas là aujourd'hui, mais évidemment, elle se joint à moi. Et rien de tout ça serait possible si on n'était pas deux à la tête de ce projet. Et donc, voilà, je voulais souligner à quel point j'avais aussi de la chance, enfin, on avait mutuellement de la chance de s'être rencontrés et de fonctionner si bien en tandem, voilà, autour de ce projet, parce qu'on est aussi très complémentaires et très idéalistes toutes les deux avec les mêmes objectifs. Et donc, voilà, c'est vraiment très chouette. Et donc, j'en profite pour transmettre qu'elle se joint à moi, voilà, même si elle n'était pas physiquement présente aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est vraiment super. Et puis, elle est géniale. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir lui parler plusieurs fois et on sent vraiment votre passion à toutes les deux. Mais je voudrais vraiment préciser que je sais que vous n'êtes pas que deux, quoi. Vous avez un énorme groupe derrière Oui. vous et ça, c'est aussi, vous êtes toutes géniales, quoi. Enfin, parce que du coup, formation en anglais aussi et que je parle avec des gens qui sont pour le groupe, des gens qui travaillent avec vous. C'est vrai que c'est impressionnant de voir la passion que vous avez tous et la motivation que vous avez tous pour aider les parents. C'est juste fantastique. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi.